Donc, bonjour, bienvenue à tous. Alors, donc, je vais vous parler de la maison de justice et du droit d'Atis-Mons. C'est la maison de justice en général. Donc, une maison de justice et du droit, en fait, c'est un service public qui est issu d'un partenariat entre le ministère de la Justice, donc l'État, et un établissement public territorial, donc une collectivité territoriale. En l'espèce, chez nous, ça sera Grand Orly-Seine-Bièvre, l'établissement public territorial de Grand Orly-Seine-Bièvre. Pourquoi on fait des maisons de justice? En fait, on les fait pour avoir une présence judiciaire et juridique de proximité. Comme ça, vous n'avez plus besoin d'aller auprès du tribunal pour obtenir des informations. Donc la maison de justice, c'est un lieu qui est neutre et qui vous permet d'avoir des entretiens gratuits et confidentiels avec des professionnels du droit sur des questions de droit. Donc, si vous avez un problème en droit de la famille, droit du travail, droit de la consommation, ou encore droit du logement, droit des étrangers, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est si vous avez une maison de justice vers chez vous, vous pouvez les appeler, savoir s'ils font des permanences et ainsi obtenir des renseignements gratuits sur ces matières-là. Et les professionnels qui interviennent sont de tous bords. En fait, vous avez des avocats, des notaires, des juristes qui sont plus ou moins spécialisés. Vous avez également des services annexes comme chez nous, on a une psychologue ou encore un greffier, donc comme moi. Je suis greffière qui vous permet de faire le lien entre les tribunaux et vous-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maison de justice en premier, c'est de l'accès au droit. Si vous avez des questions, par exemple, vous voulez acheter un logement, mais vous ne savez pas parce qu'il y a une servitude, est-ce que ça me portera préjudice ou pas? Vous vous séparez, comment est-ce qu'on fait alors qu'on n'a pas de contrat de mariage ou avec les enfants? Donc tout ça, vous avez cette partie d'accès au droit, mais la maison de justice, c'est également de l'accès aux victimes. Donc si vous êtes victime au pénal, comme on connaît, ou bien même au travail, ou suite à votre situation dans votre couple, les violences conjugales notamment, chez nous, on a une juriste spécialisée en droit des victimes et on a également une psychologue qui vous permettent de parler gratuitement de ces difficultés-là et essayer de savoir les démarches que vous pouvez faire. Donc ça, c'est les deux premiers pans, l'accès au droit, l'aide aux victimes. Et le dernier pan, c'est ce qu'on appelle le règlement amiable des conflits. Donc c'est quoi? C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est avant de saisir un juge, essayer de trouver un accord pour soit vous présenter devant le juge avec le moins de difficultés rencontrées, soit ne pas vous présenter devant le juge et trouver un accord. En tout cas, c'est la chose première, c'est que ça permet de rétablir un dialogue. Donc, on en a 3 types au sein de la maison de justice. C'est ceux qu'on va vous présenter. On a la médiation dans son pan familial. On a la conciliation, donc qui va servir de préalable pour les petits litiges. Et enfin, on a le défenseur des droits dans le cadre de conflits avec des administrations, puisqu'en fait, l'État reste quand même une personne. Vous pouvez avoir des problèmes dans certaines démarches. Il faut savoir qu'on a le défenseur des droits pour ça. Je vais laisser la parole en fait à la médiatrice et au conciliateur pour qu'ils vous présentent un petit peu plus leur mission. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Alors, je vais déjà vous présenter. Vous êtes Monsieur Moïse, conciliateur à la Maison de justice et du droit d'Atis-Mons. Et on a Madame Gaillette, médiatrice familiale, qui œuvre aussi également au sein de la Maison de justice et du droit d'Atis-Mons. Donc, ma première question, c'est, ça sera pour vous, Madame Gaillette, qu'est-ce qu'un médiateur? Alors, si du coup, peut-être préciser que du coup, moi, je suis donc à la Maison de la Justice et du Droit, du coup, 2 matinées dans le mois, et que j'interviens uniquement dans le cadre des premiers rendez-vous d'information qui sont gratuits, qui durent en moyenne 45 minutes. Alors gratuits parce qu'en fait, ils sont intégralement pris en charge par tout ce qui va être financeur, donc type CAF, justice, commune, département. Donc la médiation, en fait, elle a été définie par le Conseil national consultatif de la médiation, donc en 2002. Et donc, il est précisé que c'est un processus de construction
ou de reconstruction du lien familial, donc axé sur l'autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation, et dans lesquels donc un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, donc le médiateur familial, favorise à travers l'organisation d'entretiens confidentiels leur communication, la gestion de leurs conflits dans le domaine familial, qui sera entendu dans sa diversité et dans son évolution. Donc, je vais peut-être me permettre de préciser, ou je ne sais pas si Monsieur Moïse, vous voulez intervenir pour définir la conciliation et qu'après on développe. Oui, oui. Bonjour, je suis conciliateur de justice au sein de la Maison de justice et du droit de Athis-Mons. J'interviens 2 fois par mois, le 2e et 4e mardi de chaque mois, pour la résolution de conflits de voisinage, de baux, même conflits du travail, en droit du travail, enfin tout ce qui est lié entre les personnes, à la différence des délégués, des défenseurs du droit. Les conciliateurs de justice existent depuis, je ne me rappelle plus à peu près, mais 78, et ça a été, il y a eu quelques décrets qui sont passés par là pour affiner justement cette fonction qui est exclusivement gratuite. Alors, allez-y, Madame Gaillet, si vous voulez y aller. Sinon, je pense que je vais partir. Je vais partir et je ne sais plus où je vais m'arrêter. D'accord. Écoutez, moi, je vais me permettre du coup d'aller sur le sujet de à qui s'adresse le dispositif de médiation familiale, puisque vous avez pu expliquer que pour vous, donc les personnes dans à peu près tous les domaines sont concernées par la conciliation. Moi, je vais vraiment être sur le domaine de la situation de conflit, de rupture de lien ou de difficultés relationnelles dans le champ de la sphère familiale. Donc, ça peut être des couples en séparation, en divorce ou qui sont déjà séparés. Ça va être aussi des grands-parents qui n'ont pas la possibilité d'être en lien avec leurs petits-enfants parce qu'ils sont en conflit, par exemple, avec leurs propres enfants. Ça peut être des fratries qui sont en difficulté pour envisager le placement d'un parent âgé, par exemple. Il peut y avoir des médiations entre des jeunes adultes et leurs parents, par exemple, qui cohabitent sous le même toit, donc des jeunes majeurs, mais aussi des adolescents qui ont des difficultés relationnelles avec leurs parents. Donc, on sera plus sur une sphère intergénérationnelle dans le champ de la famille. Et donc, dans le cadre, alors à préciser quand même que dans le cadre des médiations parents-adolescents, il faudra l'accord des 2 parents, même s'il y a qu'un parent qui est en difficulté, par exemple, avec un enfant. Mais il faudra quand même l'accord des 2 parents parce que quand les parents sont tous les 2 titulaires de ce qu'on appelle l'autorité parentale conjointe. Il faudra bien évidemment, une pleine capacité juridique pour venir en médiation, parce que la médiation peut se finaliser par une rédaction d'accords qui peuvent être validés par un juge aux affaires familiales, qui aura donc la même force exécutoire qu'un jugement. Donc il faut la capacité de pouvoir, signer et s'engager. Cette médiation, donc elle repose sur la libre adhésion des personnes au dispositif. Elle est souvent, donc conventionnelle ou dite spontanée et elle peut être sinon, mise en place suite à une injonction ou à avoir un caractère ordonné. Donc c'est le juge aux affaires familiales à ce moment-là qui prévoit la médiation. Mais pour pouvoir ordonner la médiation, il devra demander l'accord des usagers. Donc je ne sais pas si vous avez un caractère obligatoire au niveau de la conciliation? Alors, il y a 2 façons, il y a 2 conciliations. Il y a la conciliation extrajudiciaire, ça veut dire que vous venez à une maison de justice et du droit, vous saisissez le conciliateur. Soit vous allez sur le site conciliateur de justice et vous pouvez le saisir de la même façon. Il y aura 2 possibilités. Donc extrajudiciaire, c'est-à-dire en dehors de toute procédure judiciaire, et pareil que la médiation familiale par un juge qui désigne un conciliateur pour concilier.
Alors, il y a deux possibilités. Enfin, le conciliateur a deux possibilités. Il a une compétence territoriale, c'est-à-dire dans le ressort du tribunal. C'est-à-dire, moi, je suis compétent sur Longjumeau et Juvisy. Et il y a la compétence matérielle, c'est-à-dire, bah, si c'est de ma compétence concernant tout ce qui est civil, voisinage, beau, enfin voilà, c'est assez large. Par contre, je ne suis pas compétent pour tout ce qui est famille et tout ce qui est pénal. Et évidemment, comme Madame la greffière tout à l'heure en a parlé, tout ce qui est avec l'État, puisque ça dépend du délégué des défenseurs je vais dire syndicaux. Voilà. Mais vous pouvez saisir. Alors, il y a un caractère obligatoire, évidemment. C'est si vous comptez aller devant un tribunal, donc tout ce qui est moins de 5 000 euros, et vous devez obligatoirement passer devant le conciliateur. Vous devez avoir une phase de conciliation. Ça, c'est le caractère obligatoire. Mais si vous ne décidez pas d'aller au tribunal ou si vous n'avez aucune velléité d'aller dans un tribunal, juste saisir le conciliateur suffit et peut-être que je vous expliquerai après comment ça se passe. Je vous laisse aller, Madame Gaillette. D'accord. Alors, ce que j'entends, c'est que du coup, un peu comme le dispositif qui est mis en place depuis 2017 au niveau du tribunal d'Evry, vous avez du coup un caractère. Alors, nous, le caractère obligatoire, du coup, il apparaît qu'à partir donc de 2017, puisque avant, comme je l'expliquais, même quand les médiations sont ordonnées par le juge, il y a toujours la demande aux usagers de leur accord, puisque un des principes de la médiation familiale, c'est quand même la libre adhésion des personnes. Mais c'est vrai que depuis 2017, dans 11 tribunaux en France, dont le tribunal judiciaire d'Evry, il y a un dispositif expérimental. Alors, expérimental qui se confirme, hein, puisque ça fait quand même 2 fois qu'il est prolongé d'1 an, qui s'appelle la tentative de médiation familiale préalable obligatoire. Et donc, ce dispositif prévoit qu'avant nouvelle saisine du juge, donc quand il y a déjà une affaire qui a été jugée, des gens qui ont déjà un premier jugement et qui souhaitent à nouveau saisir le juge aux affaires familiales pour le même dossier, je dirais, il faut pouvoir prouver qu'on a proposé à l'autre parent la médiation avant de pouvoir avoir accès au juge. Donc, à l'issue de la démarche, moi, du coup, je remets un document qui permet d'expliquer si la médiation s'est mise en place ou pas. Je ne rentre pas plus loin puisque c'est quand même un espace qui est confidentiel. Mais le juge a besoin de savoir voilà, si la démarche a été effectuée, sachant que la personne qui est demanderesse n'a pas la possibilité de refuser, sous peine de ne pas pouvoir voir son dossier examiné, en fait. Donc, il y a la seule raison pour laquelle la médiation par la suite ne peut ne pas se mettre en place, c'est qu'elle a été refusée par l'autre parent qui a été contacté et sollicité pour lui proposer la médiation. D'ailleurs, pour la conciliation, s'il y a des velléités d'aller devant le tribunal également, s'il n'y a pas, dans la requête, il y a une petite case où c'est marqué avez-vous tenté une conciliation? Et c'est une peine d'irrecevabilité. Hein, donc, c'est d'où le caractère obligatoire. En médiation, auparavant, avant 2017, et ce qui était obligatoire depuis 2015, mais ce qui n'était pas toujours, pas toujours fait et qui n'était quand même pas cause d'irrecevabilité, c'était justement d'aller s'informer à la médiation, donc par le biais des entretiens qui sont réalisés à la MJD. Voilà. Donc l'entretien d'information avait un caractère plus ou moins obligatoire, mais qui n'entraîne pas l'irrecevabilité. Et maintenant, pour une nouvelle demande, il faut impérativement, et là pour le coup, il y a l'irrecevabilité, pouvoir justifier d'avoir proposé à l'autre parent la médiation. Je vais reprendre la parole. Je vous en prie. Je vais Oui, vous pour expliquer expliquer comment se passe une conciliation. Quand une personne me saisit, elle saisit la maison de justice et du droit. Je reçois cette personne. On va l'appeler demandeur.
Et elle m'explique brièvement, même quelquefois même un peu plus longuement, ben le litige qu'il peut y avoir avec un voisin ou un litige de consommateur hein, avec un voisin, un commerçant ou même avec un bailleur. Enfin voilà, elle m'explique. Une conciliation, ça ne peut pas se faire tout seul. Donc, je reconvoque la personne qui m'a saisi, le demandeur, et je convoque à la même date, même heure, le défendeur, c'est-à-dire la personne qui est en litige avec le demandeur. À la dite date, avant la dite date, j'explique à cette personne qu'il y a trois possibilités. Soit cette personne vient et on peut envisager une conciliation. Elle peut venir aussi, mais ne pas y avoir de conciliation. Et elle peut ne pas venir du tout. Et là, je ferai ce qu'on appelle un constat de carence. Donc, trois solutions. Un procès-verbal de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation, ou si la personne ne vient pas du tout, un constat de carence. Comme disait Madame Lagraffière tout à l'heure, le principal, c'est des fois de refaire dialoguer deux personnes. Parce que des conflits de voisinage, pour quelques feuilles, des fois, c'est les gens ça faisait 30 ans qu'ils faisaient un barbecue ensemble, et ben ça devient très, très conflictuel. Donc à partir du moment où on arrive à les refaire parler, on a déjà un peu gagné. Je ne sais pas comment ça se passe en médiation familiale, si avec le dialogue, on arrive à recréer des liens, mais généralement en conciliation, on arrive à recréer des liens par le dialogue, avec un tiers tout du moins. Bah, moi, je vous dirais qu'en médiation, on plante des graines et parfois elles poussent et parfois elles ne poussent pas. Alors il y a différents, effectivement, sujets, autour desquels on peut être amené, à recevoir les gens, hein. Donc dans le cadre, par exemple, des parents séparés, ça peut être l'organisation du mode de résidence des enfants, des questions financières qui vont être liées à la séparation et qui concerneront aussi les enfants, puisque la prestation compensatoire qui peut intervenir pour les couples mariés, donc en instance de divorce, c'est vraiment quelque chose qui appartient, par exemple, au juge aux affaires familiales. Sur des sujets comme ça, ça peut instaurer du dialogue, c'est du concret, ça peut amener du coup à des décisions communes. Des sujets relatifs à l'autorité parentale aussi vont amener du dialogue. Après, au niveau de la restauration du lien, c'est vrai que ça dépend de beaucoup de choses, hein. Est-ce que les gens sont prêts? Est-ce que, puisque dans les séparations, puisque c'est beaucoup des couples séparés que je vais être amenée à recevoir, c'est vrai que du coup, il y a un émotionnel qui est quand même assez fort. Surtout que comme les gens souvent ont besoin de s'organiser, ils viennent tôt dans la séparation. Donc la reprise du dialogue, elle peut, l'espace le permet, hein, mais parfois c'est aussi une question de temps et de moments pour chacun. Ça peut en tout cas, quand je disais planter des graines, c'est que ça peut permettre parfois de clarifier des situations qui étaient, mal comprises, reposer les bases aussi de la nouvelle, relation qui va s'instaurer puisqu'on va passer d'un conjugal à du parental. Des parents qui sont séparés avec des enfants, ils vont devoir, communiquer jusqu'à au moins les 18 ans de l'enfant. Donc c'est vrai que le sujet de la communication dans l'espace de médiation, c'est un sujet qui est important. Alors, nous, notre façon de fonctionner dans la médiation, c'est un petit peu différent puisqu'en fait, on convoque pas les gens. On va d'abord écrire, à la suite de l'entrée d'information à l'autre parent. En tout cas, dans les associations pour lesquelles je travaille, c'est comme ça que ça fonctionne. On écrit. Le parent qui reçoit la lettre a la possibilité de contacter le médiateur pour prendre son propre rendez-vous individuel, d'information. Parfois, les gens sont venus directement ensemble à 2, hein, à l'entretien d'information. Et puis, si les 2 personnes, une fois qu'elles ont eu leur entretien d'information, donc de 45 minutes, sont d'accord pour se rencontrer, à ce moment-là, on pourra envisager une ou des séances de médiation familiale d'1 heure et demie, qui permettront d'aborder les sujets qui seront amenés par les usagers puisque
en médiation, chaque partie peut avoir des sujets. Voilà, chaque parent peut avoir ou chaque acteur de la médiation, puisque c'est plus large qu'uniquement les couples séparés. Donc, peuvent avoir des sujets et ils seront tous pris en compte dans le cadre de la médiation. On fera un point au début pour savoir les sujets sur lesquels les personnes sont d'accord pour dialoguer ensemble. Et ensuite, on ira donc du coup sur ces sujets. Donc, les rendez-vous donc d'1 heure et demie, il peut y en avoir qu'un seul, comme je le disais, puisque après, à la fin de chaque rendez-vous, on fait un point pour savoir est-ce que les gens vont vouloir revenir ou pas. En moyenne, une médiation, c'est quand même 3 à 5 rendez-vous puisque, il y aura une possibilité de finaliser ça par quelque chose en niveau, document écrit et ces documents enfin, ces rendez-vous, pardon, ils seront espacés un minimum de 2 semaines, voire plus, pour que les personnes aient le temps de, maturer ce qui s'est dit, prendre des renseignements complémentaires s'il y a besoin avant de pouvoir, décider quelque chose. Les temps peuvent être aussi plus importants lorsque les personnes souhaitent expérimenter avant d'acter. Je vais prendre par exemple, les cas des personnes qui sont, des parents qui sont séparés. Parfois, avant de pouvoir mettre en place une organisation pour la vie de son enfant, on a besoin de tester ce calendrier, pour être sûr que ça convienne à tout le monde et que ça tienne dans le temps. Et moi, il n'est pas rare que je vois des parents qui, viennent, et qui expérimentent, par exemple, entre 2 périodes de vacances. Donc, ça fait quoi? À peu près 1 mois et demi, pour pouvoir, être sûr que ça convienne à tout le monde. Donc Ouais. voilà. Alors que la conciliation, c'est plus court. En général, c'est 2 mois, hein, entre la première présentation devant moi et la conciliation ou pas en 1 mois, 2 mois, hein. Ce qui est important, c'est que j'informe toujours le demandeur et le défendeur des du rôle du conciliateur, toujours avant, hein. C'est-à-dire que impartialité, heu, D'être impartialité, enfin tout, comment ça s'appelle? Rien ne sortira du bureau, c'est vraiment en dehors du système judiciaire, hein, je leur dis bien. Par contre, s'il y a un PV de conciliation ou de non-conciliation ou de carence, j'informe bien que le PV partira au greffe du tribunal, là. Et quand il y a des histoires d'argent, je fais valider le PV de conciliation par le juge pour que ces forces probantes. Mais je dis toujours aux personnes, parce que ça arrive, parce que je le sais, hein, quand j'ai vu les affaires, que le défendeur ne veuille pas concilier en sachant très bien qu'il a tort. Mais je précise toujours, attention, que le procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation ou de carence, parce que des fois j'arrive à voir les personnes, ce sera envoyé au greffe du tribunal compétent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, sauf les cas d'argent où je fais valider évidemment, mais voilà. Mais le temps est relativement court par rapport à la médiation familiale. Ce que je vous dis, c'est entre 1 mois et 2 mois, hein. Oui, alors que nous, on va plus être sur une durée en moyenne, une médiation. Du coup, comme si on part sur 3 à 5 rendez-vous qui sont espacés de 2 semaines, on va plutôt être sur du 3 mois, sachant que ça va plutôt être un minimum, hein. Il n'y a pas tellement de situations d'urgence dans le cadre de la médiation. Alors vous disiez, on fait un document donc de carence. Nous en médiation, on est vraiment indépendant pour le coup au niveau de la justice, et du coup, la seule chose dont on doit informer le tribunal, c'est si les gens sont venus ou pas et dans le cadre des médiations qui sont déroulées à l'initiative, des personnes, hein, sans parfois avant audience, on peut faire une attestation aux gens pour leur dire que, ils ont été reçus plusieurs fois, en précisant s'il y a eu un accord ou pas d'accord. Mais on rentre pas vraiment dans le détail de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Vraiment, si les gens, passent devant le juge, c'est une page blanche. Ce qui se dit en médiation, comme vous l'avez dit, au niveau de la confidentialité, rien ne transparaît. C'est-à-dire que la seule chose qui ressort, c'est les gens sont-ils venus ou pas finalement? Et s'ils sont venus, qu'ils ont un accord écrit, de toute façon, ils sont repartis avec leur accord écrit. Si, il y a eu un accord oral,
alors qu'il soit total ou partiel, les personnes vont pouvoir l'expliquer au juge et ce sera juste précisé accord oral, partiel ou total. Voilà. Oui, alors le constat de carence est important puisque s'il y a une velléité d'aller devant le tribunal, eh ben, on devient dans le caractère obligatoire du passage devant le conciliateur pour aller devant une juridiction de proximité. Mmh. Alors, je ne sais pas si la conciliation est gratuite. En ce qui concerne la médiation familiale, je vais quand même me permettre de préciser que, les rendez-vous d'1 heure et demie, ils ne sont pas comme les rendez-vous de 45 minutes, gratuits, donc pris en charge par des, organismes type Caf Justice. Ils seront par contre partiellement pris en charge par la CAF, que les personnes soient, comment dire? Allocataires ou non, hein, ça n'a rien à voir. Et bien évidemment, cela n'est valable que quand les médiateurs travaillent, pour des associations qui sont conventionnées par la CAF, puisqu'on peut aussi être médiateur libéral. Pour les associations qui sont conventionnées par la CAF, on a un barème, qui va de 2 € pour les personnes, percevant entre, rien et un RSA de base à, 131 € par rendez-vous pour les personnes qui sont au-delà de 5 500 € net par mois. Du coup, c'est vraiment quelque chose où c'est, chacun qui paye pour soi en fonction de ses ressources, sur des, revenus qui sont entendus comme, du, mensuel net avant impôt à la source. Voilà. Avec des médiateurs libéraux qui, eux, pourront par contre imposer leurs propres tarifs. Alors que la conciliation est entièrement gratuite. D'ailleurs, les conciliateurs, ce sont des bénévoles. Hein, il faut avoir 18 ans, il faut avoir un casier judiciaire vierge. On parlait tout à l'heure de confidentialité et tout. Et d'ailleurs, on prête serment. Il y a une prestation de serment pour devenir conciliateur de justice. D'accord. Alors, en médiation, du coup, moi je suis salariée d'association. Hem, la formation de médiation familiale, elle est accessible, après un niveau licence, donc qui est le minimum en fait, et les, domaines qui sont fortement appréciés pour pouvoir intégrer du coup le diplôme d'état de médiateur familial, ça va être, une licence en droit, en psychologie ou en sociologie, puisque les 3 modules en fait vont faire partie de la formation. C'est une formation qui comprend, qui est en fait, étalée sur 2 années, donc post, licence du coup ou master, et qui comprend donc un stage pratique de 105 heures au minimum et qui se clôture par un mémoire, d'initiation à la recherche à réaliser. La médiation familiale, ça va être le seul domaine de la médiation dans lequel il y a un diplôme qui est spécifique. Il y a d'autres diplômes qui existent pour la médiation, plus, généraliste, type, il y a des masters en médiation ou des diplômes universitaires. Par contre, la CAF, qui conventionne du coup les associations de médiation, elle ne reconnaît que le diplôme d'état de médiation familiale, aujourd'hui comme diplôme en fait, qu'elle accepte, pour reconnaître du coup la formation des médiateurs. Donc, vous parliez, du coup, de la formation. Qu'est-ce que je pourrais avoir oublié? Heu, je crois que c'est tout. Peut-être qu'il y a des gens qui auront des questions aussi par rapport aux formations, mais, comment? Mais vraiment, il y a un prérequis pour travailler en association, conventionnée, que par exemple, les médiateurs, dont par exemple sont pas forcément, il y a moins de contraintes, on va dire, quand on est médiateur en libéral là-dessus. Alors, le conciliateur de justice n'a pas besoin de diplôme pour faire sa demande. Par contre, enfin, c'est marqué dans le décret, il faut avoir des connaissances en droit. Par contre, une fois qu'on a prêté serment, eh ben, on a des formations à l'École nationale de la magistrature. On a 8 modules sur le comportement, enfin on a 8 modules en tout, et dont, une fois qu'on a commencé, on a au moins l'obligation de faire une formation par an à l'École nationale de la magistrature, qui est fait par un coordonnateur, un magistrat, et des conciliateurs un peu peut-être plus aguerris
parce qu'il faut 3 ans de conciliation pour pouvoir être formateur, formé par l'École nationale de la magistrature, et que on a le droit, on a beaucoup de mise en situation, hein. Alors, il y a des articles, du Code civil, des articles du Code du commerce et tout, parce qu'il y a l'ordre public. On ne peut pas déroger, hein. On peut faire des conciliations, s'arranger, mais on ne peut pas déroger à l'ordre public. Donc, on est amené à aller en formation assez souvent, hein. Moi, je suis, bon, à part cette année ou l'année dernière, mais généralement, je fais 3 formations par an sur différents sujets. D'accord. Alors, effectivement, nous, on a aussi il y a la partie rendez-vous avec les personnes, mais bien évidemment, on est aussi soumis à se former de manière continue, puisque bah, effectivement, le droit de la famille fluctue. Alors, même si nous, on ne fait pas de conseil juridique dans le cadre des informations à la médiation familiale et même dans le cadre des médiations, on est quand même tenu de connaître les lois, puisque notre garde-fou aussi pour accompagner les parents, par exemple, dans les accords qu'ils vont trouver pour leurs enfants, c'est quand même de savoir ce que la justice permet et la justice ne permet pas. Voilà. Il y a une partie aussi qui est moins perceptible, qui va être l'orientation, du coup, des usagers. On doit être capable de savoir si les gens qui viennent nous rencontrer, au vu des situations qu'elles amènent, est-ce que c'est bien de l'ordre de la médiation ou est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui seraient plus à même de les accompagner? Donc ça fait partie aussi, voilà, l'évaluation de la situation pour savoir si ça sera bien de notre ressort, fait partie du travail de la médiation. De la même façon, formation, accompagnement des stagiaires et action de communication pour justement parler du métier de la médiation, c'est des choses qui font partie du métier de médiateur familial. Alors, quelquefois, le conciliateur renseigne, mais de par sa réserve, on ne fait pas beaucoup, hein. Mais quelquefois, je fais, notamment pour saisir un tribunal, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui ne savent pas du tout d'ailleurs, hein. Donc j'ai toujours une requête sous la main. Et puis, je leur explique comment il faut faire. Mais j'explique aussi à la partie demanderesse ce qu'il faut faire aussi au cas où il se retrouve saisi par la personne au tribunal. Alors, j'évite quand même de le faire parce que j'ai un devoir de réserve, mais je le fais souvent, c'est quand on vient me voir la première fois. J'explique tout le processus jusqu'au tribunal. D'accord. Alors c'est vrai que du coup, je pense que votre devoir de réserve, il doit faire un peu référence à la neutralité du médiateur familial. Voilà, c'est ça. Et l'impartialité du coup, Oui. qui font aussi partie des valeurs qu'on prône en médiation, avec un médiateur qui alors sera neutre, mais sur le fond, puisque sur la forme, par exemple, on doit quand même pouvoir dire aux personnes que quand il y a des choses à évoquer, il faut quand même que ce soit entendable pour l'autre personne. Donc on ne va pas remettre en cause le fond, mais par contre la forme, elle est quand même importante à travailler. Ça fait partie du coup de la communication qu'on va Oui, voilà, proposer de travailler avec les usagers. Donc l'impartialité, le non-jugement et le non-pouvoir de décision, puisque effectivement dans l'espace de médiation, le pouvoir de décision, ça va être, il va appartenir aux gens, la capacité de faire des choix pour eux et pour leur famille. On prône aussi beaucoup la transparence dans cet espace, puisque l'idée c'est que comme l'espace est opaque par rapport à la justice, hein, tout ce qui se dit en médiation reste en médiation, que les personnes puissent parler librement sans craindre que ce qu'elles vont dire soit utilisé contre elles en procédure, si derrière doit y avoir une procédure. C'est vrai que nous, on peut intervenir en amont, en parallèle avec une procédure, ou de manière parfois post-sententielle, puisque parfois la décision a été rendue et la médiation se met en place après, donc ou à l'initiative des usagers eux-mêmes, ou parce que le juge l'a demandé. Il rend sa décision, mais quand même, il préconise aux personnes d'aller en médiation. D'ailleurs, les meilleures conciliations se font quand j'explique bien la neutralité du conciliateur et l'espace de parole
est plus ouvert, puisqu'ils peuvent parler librement, et donc le dialogue se rétablit. Alors, moi, je vais peut-être me permettre juste de préciser, du coup, les résultats, entre guillemets, qu'on peut attendre d'une médiation, puisqu'on a parlé un petit peu tout à l'heure de l'apaisement, effectivement, la reprise du dialogue. Beaucoup de gens viennent aussi en médiation, alors dans le cadre des séparations, parce que les personnes trouvent un accord, il peut être formalisé, mis par écrit. Alors, il peut être mis par écrit par le médiateur avec les personnes. Il peut être mis en forme par les gens aussi, parce que parfois, il y a des gens qui veulent rédiger eux-mêmes leurs accords, ce qui est rare, mais qui peut arriver. Ou les personnes peuvent être renvoyées vers leurs avocats si elles sont assistées d'avocats, par exemple. Et l'idée, c'est qu'en fait, il puisse y avoir un document écrit qui qui les accompagne du coup en procédure et que le juge puisse valider. Donc, ça s'appelle l'homologation. Et ce document, du coup, devient le jugement. Et si les gens le font notifier par huissier, du coup, bah, comme tout jugement d'ailleurs, il a force exécutoire. C'est la même chose en conciliation, hein. Bon, sauf que généralement, c'est juste envoyé au greffe, mais pour tout ce qui est dette d'argent ou dette de loyer et tout, et qu'il y a un échéancier, généralement, je le fais valider par le juge. D'accord. Alors moi, j'ai pas spécialement plus de choses à amener sur la médiation, je sais pas vous? Non, pas plus. Ben, on va voir s'il y a des questions.